le titre de notre cours. Alors, la fiche thématique est intitulée « La science ». Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ce cours dans une classe de terminale A. C'est le pourquoi nous sommes là pour donc essayer de voir quelle est l'importance du cours de sciences dans un programme de philosophie de classe de terminale A. Alors, nombreux sont vos camarades qui estiment que, effectivement, les sciences n'ont véritablement pas d'importance dans leur classe de terminale A. Et ils s'inquiètent de la présence de certains chapitres, jusqu'à 4 chapitres, la science, les mathématiques, les sciences de la matière et les sciences humaines. Alors, toi, mon élève de terminale A4, tu n'es pas d'accord avec ces camarades et tu voudrais leur montrer l'importance de l'enseignement de ces cours dans leur classe, dans leur série. Et c'est pourquoi je voulais donc que nous partions déjà de cette consigne-là. Il faudrait réaliser les tâches. Donc, la première tâche va donc porter sur la détermination du problème posé dans la situation que je viens de vous présenter. Alors, quel peut être selon toi le problème que pose cette situation? Donc, je te laisse quelques instants pour que tu puisses trouver le problème. Oui. Continue de réfléchir. Oui. Oui. Donc, selon toi, tu te dis que le problème posé dans la situation ci-dessus est celui de l'importance des cours de sciences dans les classes littéraires. Ça, c'est bien. Oui. Oui. Tu estimes également que ça peut être un problème de la nécessité de ces cours dans les classes littéraires. Oui. Un autre vocabulaire. Le bien fondé, très bien. On va donc dire que ici, on va donc poser le problème qui est celui de l'importance Tu as également parlé de la nécessité, du bien fondé, voilà, du bien fondé des cours de sciences dans les classes littéraires. Ça, c'est bien. Ça, c'était la première tâche à réaliser et je te félicite, mon ami, parce qu'effectivement, tes camarades ne voient pas quelle est l'importance, quelle est la nécessité, ni le bien fondé des cours de sciences dans les classes littéraires. Alors, est-ce qu'on peut passer à la deuxième tâche? Oui, très bien. La deuxième tâche est donc de donner 2 raisons qui peuvent justifier l'inquiétude ou l'attitude de tes camarades qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que les cours de sciences ne sont pas importants dans une classe littéraire. Selon toi, quelle peut être la raison qui peut les pousser à arriver à cette attitude-là? Oui, vas-y, je te donne le temps de réfléchir et tu nous donnes 2 réponses. Ok, voilà. Alors, quelle est la première raison? Effectivement, tu dis que les littéraires, par exemple, n'ont pas besoin des connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession. Certainement, c'est ce qui peut les pousser à ne pas vouloir faire les cours de sciences dans les
séries littéraires. Ça, c'est déjà la première chose. Oui, est-ce que tu as une autre raison qui peut les pousser effectivement à arriver à cette attitude? Très bien, ils peuvent estimer qu'ils ont déjà assez de matière de premier groupe et ça fait que ajouter encore l'étude des sciences, cela peut alourdir leur programme et peut-être influer ou influencer dans leur note au niveau de l'examen. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Alors, on peut s'arrêter sur ces deux raisons-là. Donc, tu as dit, la première raison, c'est que, effectivement, tes camarades ne voient pas l'utilité de ces connaissances scientifiques demain dans leur avenir. Et effectivement, la deuxième réponse que tu as donnée, c'est que les élèves, tes camarades, estiment que c'est un trop plein de matière pour rien dans leur programme. Très bien. Alors, tu comprends donc qu'ils ont certainement raison dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que c'est valable? Alors, dans ce cas, la troisième tâche t'amène donc à leur donner deux raisons, deux arguments logiques qui leur permettent de comprendre l'importance de la science dans les séries littéraires. Maintenant, donne-leur deux raisons convaincantes pour montrer l'importance, la nécessité, comme tu as dit, et le bien fondé de ces cours de sciences dans les séries littéraires. Oui, j'attends ta réponse. Oui, bah c'est bon, prends ton temps. Prends ton temps. Oui, tu as déjà quelque chose? Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Ok, très bien. Donc, selon toi, tu te dis, il y a d'abord l'acquisition de l'esprit scientifique. Alors, et l'acquisition de l'esprit scientifique n'est pas strict un domaine d'étude. La science a une nature universelle qui n'est pas strictement liée au sens scientifique. Très bien. Même les littéraires également. Alors, qu'est-ce que la science? Voilà une autre question que je lance maintenant à toute la classe. À toute la classe, qu'est-ce que la science? C'est depuis un dialogue entre toi et moi, c'est maintenant un dialogue avec toute la classe. Alors, la science, c'est quoi? Qui peut nous définir la science? Qui? Oui, vas-y. Qu'est-ce que la science? Oui. Ok. Tu estimes que la science est un mot latin? Oui, qui signifie scientia. Scientia, très bien. Et que veut dire scientia? Ok, connaissance. 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 Quoi encore? Oui, savoir. Ok. À partir de là, est-ce qu'on ne peut pas dire que la science est donc importante pour tout le monde, même pour vous élèves de terminale A? Ça veut dire que vous également, vous cherchez à acquérir des connaissances. Vous cherchez à avoir un savoir. Ok, très bien. Maintenant, à partir de là, il y a quand même plusieurs types de connaissances. Il y a plusieurs types de connaissances. Nous avons d'abord, ok, la connaissance vulgaire. La connaissance vulgaire. Et c'est quoi une connaissance vulgaire? Oui, qui? Oui. La connaissance vulgaire, c'est une connaissance non objective. Très bien. Donc, une connaissance non objective. Une connaissance encore comment? Qui n'a pas une valeur universelle. Oui. Quoi d'autre? Une connaissance fondée sur les préjugés? Oui. Sur l'opinion? Bien. Ok, etc. Vous voyez donc que la connaissance vulgaire
ne peut donc pas être une connaissance scientifique parce qu'elle se fonde sur les préjugés, sur les dogmes que vous avez oubliés, les dogmes. Parce qu'un dogme, c'est effectivement une vérité qui ne peut pas être discutée. Et toute vérité indiscutable n'est pas une vérité scientifique. Très bien. Ça, c'est de la connaissance vulgaire. Très bien. Maintenant, à côté de cette connaissance vulgaire, il y a aussi un autre type de connaissance. On l'appelle comment? Ok, puisque nous sommes en sciences, c'est la connaissance scientifique. La connaissance scientifique. Et qu'est-ce qui la distingue de la connaissance vulgaire, selon vous? Qui prend la parole? Ah, ok. Ça dit, on a dit que la connaissance vulgaire, elle est non objective, et tu dis que la connaissance scientifique est objective. Très bien. Quoi encore? Elle est universelle? Oui. Elle se fonde sur une méthode bien précise, spécifiquement scientifique. Très bien. Voilà donc, chers élèves, la distinction que nous pouvons déjà faire de ces deux types de connaissances. La connaissance vulgaire est subjective, on peut le dire ainsi, et la connaissance scientifique, elle est objective. Ok, donc dans le petit 3, nous avons la méthode. J'ai trouvé ces résultats. Ok, cette méthode-là, on peut donc dire, déjà même, c'est quoi la méthode? N'allons pas vite en raison. C'est quoi la méthode? Qui prend la parole? Oui. La méthode? Oui. Le chemin, c'est un chemin. Quoi d'autre? Un procédé? Oui. Oui, un ensemble d'étapes qui nous permettent de parvenir à un résultat donné. C'est ça la méthode. Et de manière générale, en science, on parle de quelle méthode? Très bien, la méthode expérimentale. La méthode expérimentale. Ça veut dire quoi, la méthode expérimentale? Ça veut dire une méthode fondée sur l'expérience, essentiellement sur l'expérience. Et c'est pourquoi en philosophie, on va donc voir que, selon les empiristes, oui, toute connaissance provient de quoi? De l'expérience. Toute connaissance provient de l'expérience. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que cette méthode est également fonction de la nature de la science. Est-ce que les mathématiques utilisent la même méthode que les physiques? Voilà. Ça veut dire donc que la méthode dépend de la nature de la science. Mais de manière générale, on parle de la méthode expérimentale. Par exemple, est-ce qu'en géographie, qui est une science humaine, on utilise la même méthode qu'en chimie? Que non. Voilà. En histoire également, en sociologie, on va par exemple utiliser quoi? Les enquêtes. On va aller sur le terrain, on va faire des enquêtes. Alors que, par exemple, en physique ou en chimie, on va parler forcément sur le terrain. On va aller dans un laboratoire avec des outils appropriés. On va donc essayer d'élaborer des théories, des solutions qu'on appelle en chimie, des solutions. Voilà. Ça veut dire donc que la méthode en science, de manière générale, est appelée la méthode expérimentale. Et cette méthode expérimentale, comme vous-même, vous l'avez dit, c'est un ensemble d'étapes. Et la méthode expérimentale se fonde donc sur 3 étapes. Sur 3 étapes. Donc, la première étape, c'est l'observation. On a dit que la science n'étudiait que des objets observables. L'observation. Oui, merci beaucoup. L'observation. Il faut d'abord observer les faits. Après les avoir observés, il faut passer à la deuxième étape, qui est la formulation des hypothèses.
des hypothèses. On va donc formuler des hypothèses. Et les hypothèses ne sont pas encore des vérités. Une hypothèse est une vérité qui n'est pas encore confirmée, qui peut s'avérer être fausse. D'ailleurs, selon un auteur, un scientifique épistémologue du nom de Karl Popper, il y a le critère de quoi? De réfutabilité. Le critère de réfutabilité, qu'il appelle encore le critère de falsifiabilité. Ça veut dire que une vérité scientifique doit être soumise à la réfutation. Elle n'est donc pas absolue, par exemple, comme en religion, où les vérités sont absolues, et c'est pourquoi on les appelle les dogmes, des mystères. En science, toute vérité est soumise à la falsification. On peut la réfuter afin de l'améliorer. C'est pourquoi la science évolue, parce qu'elle est capable de se remettre elle-même en cause. Elle évolue, elle est dynamique, et ça c'est très bien. Alors, la troisième étape après l'observation des hypothèses, on arrive donc à quoi? On arrive donc à l'élaboration d'une théorie à base de la vérification. Il faut donc aller vérifier au laboratoire si l'hypothèse s'avère vraie ou fausse. Il faut donc aller la vérifier. Voilà donc les trois étapes, puisque vous avez dit la méthode est un ensemble d'étapes nous permettant de parvenir à un résultat, à une vérité. Et ce n'est qu'au bout de ces trois étapes que le scientifique peut donc élaborer une théorie scientifique. Une théorie scientifique est donc une vérité qui est universelle, elle est objective. Elle est soumise donc à l'expérience, d'où, de manière générale, la méthode expérimentale. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette méthode de la science. Mais il ne faut pas oublier que, en face des empiristes, par exemple, on a donc Karl Popper, on a même également John Berkeley, qui sont des empiristes anglais, mais il y a aussi les rationalistes avec quelqu'un comme René Descartes, qui pense qu'il y a également en science une méthode rationnelle, parce que la science utilise aussi la raison. Ne pensons pas que la raison n'intervient qu'en philosophie, mais la science également se fonde sur la raison. Et René Descartes va donc parler d'une méthode rationnelle, une méthode rationnelle. Il va donc nous inviter à pouvoir faire quoi? Pour dominer la nature être possesseur d'elle, il faut déjà obéir à ses lois, les lois de la nature. Il n'a pas fait une expérience sur le terrain, mais il va de sa raison pour établir que la nature a des lois et qu'il faut obéir à ces lois-là. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut dompter cette nature. Voilà, chers élèves, ce que nous pouvons retenir de la méthode scientifique. Mais si nous remontons un peu plus haut dans notre situation, on va donc voir qu'effectivement, certains d'entre vous ne voyaient pas la valeur des sciences dans leur programme. Revenons sur le mot valeur. On a dit la science ou les sciences de manière générale ont une valeur. C'est qu'elles nous permettent d'acquérir les connaissances scientifiques de manière générale, mais nous permettent également d'acquérir l'esprit scientifique. L'esprit scientifique. Et on va un peu s'arrêter sur ce mot esprit scientifique. Quand on dit l'esprit scientifique, c'est quoi l'esprit scientifique? Déjà, l'esprit, c'est du domaine de la psychologie. Du domaine de la psychologie. En grec, on appelle psyché. Psyché, en grec, l'esprit. Ça veut dire donc que l'esprit scientifique, c'est une attitude psychologique qui permet à l'individu d'acquérir des qualités tant intellectuelles que morales, lui permettant de pouvoir appréhender un objet étant dans une posture
désintéressé. Alors donc, on peut retenir que cet esprit scientifique que nous acquérons grâce à l'étude des sciences nous permet d'acquérir deux types de qualités. Les qualités intellectuelles, par exemple, une qualité intellectuelle que nous pouvons acquérir grâce à la science. Nous avons quoi? L'humilité. L'humilité. Savoir que l'objet que nous étudions peut changer d'un moment à un autre, d'une situation à un autre, d'un lieu à un autre. Très bien, il faut prendre cela en compte. Mais il y a également la probité morale. La probité morale. Mais comme qualité morale, nous avons également le désintéressement. Le scientifique doit être un individu désintéressé face à l'objet d'étude. Il ne doit pas aller avec ses sentiments, ses passions. Sinon, les résultats ne seront plus objectifs. Il doit garder toute son objectivité. Il y a la curiosité intellectuelle. Il y a même aussi l'amour de la vérité. Le scientifique, le savant de manière générale, doit être mu d'un amour de la vérité. Parce qu'il est toujours à la quête de la connaissance. Il veut comprendre le monde dans lequel il se trouve. Ces qualités-là, nous les acquérons, avions-nous dit, grâce à l'esprit scientifique. Vous comprenez donc que l'enseignement des sciences n'est pas seulement pour les élèves des séries scientifiques, même vous, des séries littéraires. Vous devez acquérir cet esprit scientifique. Ce n'est pas parce que nous avons là le qualificatif scientifique que nous pensons que nous ne sommes pas des scientifiques. Non, nous sommes des scientifiques du moment où nous allons donc acquérir cet esprit-là, ces qualités que nous avons dit. L'amour de la vérité, d'ailleurs en philosophie, on dit quoi? De manière originelle, avec Pythagore, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité. Ça dit donc que le scientifique, tout comme le philosophe, sont nantis de cette qualité-là. Ça, c'est très bien. Donc, on a vu déjà ça, mais il y a aussi une autre chose que nous pouvons garder. En dehors de l'esprit scientifique que nous pouvons acquérir, il y a encore quoi? Oui, je vous suis. Très bien. Ok. Donc, on a dit il y a l'esprit scientifique que nous pouvons acquérir et qui va nous donner la valeur de la science, mais il y a aussi toutes les prouesses, toutes les facilités que la science en général nous offre. Elle n'offre pas ces facilités uniquement aux scientifiques, mais même à vous les littéraires. Mais quelque chose que je voudrais souligner ici, c'est que le littéraire, je peux même aller plus loin et dire qu'il a plus besoin d'étudier les sciences, parce que le littéraire et le philosophe, en plus, est celui-là qui doit avoir l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à apporter un jugement de valeur sur les faits et phénomènes qui se déroulent autour de lui. Par exemple, toutes les pratiques qui se font en science. Je ne vous apprends rien. Actuellement, le monde est en train de vivre une catastrophe avec la pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une main scientifique? Ça dit donc que il faut davantage étudier la science pour voir sa valeur positive et sa valeur négative, pour essayer donc de mieux sensibiliser notre entourage sur l'utilisation qui est faite de la science et de ses résultats. Parce qu'une mauvaise utilisation peut amener le danger. Voilà. Ça veut dire donc que cela nous amène directement à voir donc quelle est la valeur réelle de la science. La valeur réelle de la science, qui va donc constituer notre quatrième et dernier point. Donc, le temps pour moi de nettoyer le tableau.
Et passer donc au quatrième point, valeur de la science. Et quand on dit valeur de la science, il faut voir dans un premier point la valeur négative de la science. La valeur négative de la science, ce que nous appelons les dérives de la science. Les dérives de la science. Et effectivement, la première dérive, c'est effectivement le scientisme. Le scientisme. Cette attitude-là qui consiste à vouloir réduire toute la vie à la science. Ça veut dire que la science peut tout. La science devient comme le salut de l'humanité. Chers amis, ça c'est une attitude à combattre. Un scientiste est un mauvais scientifique. Voilà. Parce que lui, il voudrait faire dépendre la vie uniquement de la science. Pourtant, il y a des dimensions de la vie qui dépassent même la simple dimension matérielle de l'homme. Parce que l'homme a aussi un côté métaphysique, un côté spirituel qui ne dépend pas de la science, parce que nous avons dit que la science a un objet qui doit être observable. Voilà, par exemple, le premier danger de la science. Est-ce que vous voyez également d'autres dangers? Si nous prenons dans le domaine de la médecine, oui, très bien, nous avons quoi? Les manipulations génétiques. Les manipulations génétiques. La science manipule les organes génétiques et nous fabriquons par exemple des êtres hybrides, des robots. Est-ce que cela donne encore toute la valeur à l'homme? Si maintenant l'homme n'a plus une valeur originelle, on peut déjà avoir des robots, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. On voit tout ce qu'il y a avec les avortements. La science permet à ce que nous ayons des moyens d'avorter, c'est-à-dire de mettre fin à la vie d'un individu. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dit qu'attention, la science peut également nous conduire à des dérives. Si nous passons au plan politique, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des États, des superpuissances qui utilisent la science pour asservir les autres États, les États moins puissants? Quand nous voyons les États-Unis, ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est la science, c'est la technologie, la course à l'armement. Nous voyons maintenant les grands pôles qui surgissent dans le monde. Nous avons d'un côté la Chine et la Russie, nous avons les États-Unis et l'Europe. Tout cela, pourquoi? La soif de la domination. Et cette soif-là passe par quoi? Par la maîtrise de la technoscience. La maîtrise de la technoscience. Mais sauf que Edgar Morin, un épistémologue français, va nous dire attention, la science est une affaire très dangereuse pour être laissée entre les mains des hommes d'État et des États, parce qu'ils peuvent en faire une mauvaise utilisation et mener l'humanité dans une catastrophe incommensurable. Vous voyez, je reviens sur le cas de ce virus. Tantôt il a été fabriqué en Chine, tantôt il a été fabriqué aux États-Unis, tantôt en Europe. Ça veut dire que là, c'est une utilisation et une mauvaise manipulation des produits de la science par des hommes d'État. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir. Par exemple, des dérives de la science, sans oublier, comme on a dit, la fabrication des armes, des bombes atomiques, chimiques, bactériologiques, nucléaires, tout cela, c'est le produit de la science. Ça veut dire donc que la science n'a pas toujours une valeur positive. Ok. Mais à côté de cette valeur négative, nul ne peut douter des bienfaits
méfaits de la science. La science a quand même des bienfaits. Si je suis maintenant en présence de vous, en direct, ça veut dire que c'est un produit de la science, de la technologie. On peut donc reconnaître que la science a une valeur positive. On a donc là la valeur positive de la science. Ça tourne. Ok, donc, en résumé, nous allons simplement dire que concernant la valeur positive de la science, elle a permis d'améliorer les conditions de vie et d'existence des hommes que nous sommes dans l'environnement dans lequel nous nous retrouvons. Sur le plan technologique, sur le plan technique, la science fait de grandes choses. Elle a libéré l'homme du joug de l'histoire. Elle nous a éliminé toutes les peurs que nous avions, tout ce qui concernait la mystique, etc. La science, c'est du concret. La science, c'est du concret. Donc, nous pouvons dire, chers élèves, avant de terminer, qu'effectivement, la science, c'est un ensemble de connaissances. Ces connaissances-là permettent de nourrir l'âme des individus que nous sommes, afin de pouvoir nous amener à appréhender l'objet, qu'il soit concret, qu'il soit abstrait, selon une méthode bien précise que nous avons appelée de manière générale la méthode expérimentale. Cette science-là, à côté ou au-delà de ses limites, de ses dérives, elle a quand même amélioré notre existence. Vous convenez donc avec moi qu'à la fin, nous ne pouvions pas ne pas faire ce cours sur la science dans les séries littéraires, parce que cette science que nous venons d'étudier nous a permis d'avoir l'esprit scientifique avec toutes les qualités intellectuelles et morales que nous pouvons avoir, mais également elle nous permet de mieux la critiquer en tant que les philosophes que nous sommes. En voyant les valeurs positives et négatives de la science, nous pouvons dorénavant mieux la critiquer dans le but donc de sensibiliser les hommes d'État, les politiques, tous ceux qui sont acteurs de la science pour une meilleure utilisation, une utilisation rationnelle, consciencieuse de la science. Car, rappelez-vous avec François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Même si Jean Rostand estime que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes, mais il faudrait que cette science-là ait quand même une certaine conscience. Et ainsi, il y aura l'instauration de la paix, de l'harmonie dans le monde et aussi de la transformation même des conditions de vie des uns et des autres. Chers élèves, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre présence. Ça fait que la prochaine fois, nous allons donc essayer de mener une activité pratique pour voir si ce contenu qui vous a été donné a pu être assimilé. Nous allons donc vous évaluer à partir d'une activité au prochain cours. Chers élèves, je vous remercie et bonsoir à tous.